chaque mois organise ce qu'on appelle les cafés emploi. Les cafés emploi, c'est vraiment pour accueillir les gens qui veulent avoir une première approche ou qui sont déjà en train de chercher du travail aux Pays-Bas et qui ont un peu de difficulté. Donc, on essaie de les aiguiller soit sur la meilleure façon de faire, soit sur le genre de contact qu'ils peuvent essayer d'avoir pour avancer dans leur recherche. On organise chaque année ce qu'on appelle Objectif Emploi, qui est un événement un peu comme aujourd'hui, c'est en général sur une journée avec plusieurs ateliers, des rencontres avec des recruteurs. Et quand tout va bien, qu'on est en période de Covid, on finit par un cocktail. Évidemment, on a un peu oublié le cocktail depuis quelques temps. Et donc, cette année, on inaugure un partenariat avec Untouchable, et ça s'appelle donc les rendez-vous de l'emploi, où on essaie justement de parcourir le pays, ce qui est nouveau pour nous, parce qu'on est quand même très centré à Amsterdam, puisque j'habite à Amsterdam. Donc, c'est évidemment plus simple pour moi de faire des choses sur Amsterdam, et là, ça nous permet aussi de couvrir le territoire néerlandais, en tout cas en grande partie, ce qui est vraiment super intéressant, je pense. Et au sein de la fondation, j'ai aussi créé une communauté d'entrepreneurs donc, qui rassemble aujourd'hui plus de 1200 indépendants ou entrepreneurs francophones aux Pays-Bas. Et l'idée avec cette communauté d'entrepreneurs, c'est vraiment d'aider les gens à créer leur structure ou leur activité s'ils en ont envie, et de les aider à se développer en tant qu'entrepreneurs, soit parce qu'on fait des formations, soit parce qu'on se rencontre et qu'on discute. Enfin, voilà, il y a un groupe Facebook qui est assez actif qui permet d'échanger sur le sujet. Donc voilà, la Fondation Avenir Emploi Pays-Bas, c'est ça. Et sinon, comme l'a dit Emmanuel, je suis aussi recruteuse à la CCI France Pays-Bas. Et par ailleurs, j'ai une activité indépendante où je suis consultante de carrière pour les personnes qui veulent se reconvertir. D'où la multiple casquette. Voilà, effectivement, multiples casquettes. Et nous, de notre côté, multiples branches, multiples bureaux. L'idée étant, les Pays-Bas sont un petit pays, mais on aime bien recruter, les entreprises néerlandaises aiment bien recruter localement. Vous avez tous probablement déjà rendu compte que les moyens de transport sont géniaux aux Pays-Bas, mais on met parfois beaucoup de temps à commuter de son endroit de vie à son emploi. Et on part du principe que les employeurs aux Pays-Bas n'aiment pas que les gens se déplacent beaucoup et plus d'une heure. Une heure, c'est même beaucoup, d'ailleurs, pour un employeur néerlandais, souvent, de déplacement aller pour aller à son lieu de travail. Et donc, on a effectivement 4 bureaux, un ici à La Haye, un à Amsterdam, un à Eindhoven et un autre à Utrecht. Et donc, ces French Weeks vont nous amener tout au long de ces différents bureaux. Demain, nous sommes à Utrecht, et la semaine prochaine, jeudi à Eindhoven et vendredi à Amsterdam, avec à chaque fois un expert ou une experte, enfin une experte, parce que vous êtes toutes des expertes féminines, et un thème un petit peu différent, et avec un complément de possibilités pour les candidats qui sont justement comme vous sur place, de pouvoir rencontrer les recruteurs, sous réserve d'avoir envoyé un CV à l'avance et pris un rendez-vous avec le recruteur à l'avance. Évidemment, nous ne sommes pas extensibles à l'infini. Alors, Untouchables, nous existons depuis 1996. Nous venons de fêter nos 25 ans. Nous sommes ce qu'on appelle une mid-size, une agence mid-size, donc avec une petite quarantaine d'employés. Et nous avons toujours eu cette approche niche des profils multilingues, plurilingues, polyglottes auprès des entreprises, aussi bien néerlandaises qu'internationales, installées ici aux Pays-Bas. Et notre scope, ce sont les bureaux, les postes en entreprise, donc les office jobs, aussi bien en NHR qu'en marketing, qu'en sales, qu'en IT, enfin tous les postes possibles et inimaginables en entreprise. Donc tous les profils sont les bienvenus. On a une tendance très nette, mais qui est continue, mais qui est particulièrement vraie en ce moment, de fortes demandes de profils germanophones, ce qui touche moins, et francophones. Et évidemment, le Graal du Graal étant ceux qui parlent néerlandais aussi. En plus de l'anglais, bien entendu. Et du français, et de et l'allemand. Parce que 4 langues, c'est la base. Voilà. Alors justement, c'est une très belle transition. Tu as vu ça? Bravo. Une magnifique transition vers une introduction courte pour notre experte, Wiebke Bonnet-Vogler, qui est franco-allemande, qui est évidemment notre experte en droit du travail aujourd'hui, qui est avocate dans un cabinet d'avocats à Amsterdam, qui a vécu en France étant enfant, qui a passé sa licence en droit à l'université de Clermont-Ferrand, j'ai appris il y a un peu de temps, qui a travaillé dans un cabinet d'avocats une fois, son diplôme d'avocate en poche,
à Strasbourg et qui aujourd'hui accompagne les entreprises internationales en règle générale, mais évidemment des entreprises françaises qui ont des employés aux Pays-Bas et de manière plus globale des Français francophones installés aux Pays-Bas et qui travaillent aux Pays-Bas, qui sont des expats, entre autres. Voilà, donc je lui laisse vous présenter le thème d'aujourd'hui, donc les différences entre le droit du travail français et néerlandais. Merci, Mieke. Oui, alors merci beaucoup Emmanuel pour cette présentation. Bonjour à tous et bonjour à ceux qui sont à la maison, également derrière les écrans. J'ai une cinquantaine de minutes aujourd'hui pour vous parler du droit du travail aux Pays-Bas. On a appelé cette session les différences entre le droit français et le droit néerlandais. Bon, là, vous voyez, j'ai mis le droit du travail aux Pays-Bas, mais de fait, en fait, je vais m'arrêter essentiellement sur les points aux Pays-Bas qui diffèrent du droit français ou les points qui peuvent être surprenants pour toute personne ayant connaissance du système français qui vient travailler aux Pays-Bas. Alors, ça marche, superbe. Je vous ai apporté un petit plan. Voilà les points que nous allons traiter aujourd'hui. On va d'abord parler des possibilités aux Pays-Bas de convenir d'un CDD ou d'un CDI. Dans ce cadre, on va parler de période d'essai, etc. Je vais ensuite vous parler de certains points concernant la rémunération qui sont différents par rapport au système français. On va parler du régime d'incapacité de travailler aux Pays-Bas qui est quand même vraiment très différent par rapport à celui en France. Je vais soulever le point des clauses de non-concurrence qui sont très courantes aux Pays-Bas. Je vais vous expliquer pourquoi. Et last but not least, on va parler de la fin du contrat de travail. Ça, ce sera un sujet sur lequel je vais m'élaborer un tout petit peu parce que là encore, c'est assez spécifique et assez différent aussi par rapport au système que vous connaissez en France. Alors, en fait, à la fin de chaque point, je vais vous dire, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez évidemment me les poser. Je pense que c'est mieux de les faire par point plutôt que d'attendre la fin de la présentation. Lorsqu'il y a des gens en ligne qui ont des questions à poser, vous pouvez les mettre sur le chat et puis mon assistante, si présente, va les lire. Et voilà, et comme ça, j'essaierai d'y répondre pour autant que possible. Alors, le premier point, CDD ou CDI. Alors, lorsque vous commencez à travailler aux Pays-Bas, il est très courant en fait, qu'on commence par vous proposer un CDD. Il y a plusieurs raisons à cela, mais la raison la plus importante, c'est que les périodes d'essai ou les périodes probatoires sont très, très courtes aux Pays-Bas. Je vous rappelle, la période d'essai, c'est la période au début d'un contrat de travail pendant laquelle l'employeur, ou d'ailleurs également l'employé, peuvent juste mettre fin au contrat sans donner une raison. C'est une sorte c'est une période pendant laquelle les deux peuvent se connaître un petit peu et voir, l'employeur peut voir si l'employé est compétent pour le job ou pas. Alors en France, c'est 6 mois et c'est renouvelable en plus. Aux Pays-Bas, dans un CDI, vous avez un maximum de 2 mois et dans un CDD, même un maximum d'1 mois. Et ce, à condition que le CDD dure plus de 6 mois. Donc, vous voyez, ça, c'est des périodes qui sont extrêmement courtes et en général, ça ne suffit pas vraiment de connaître l'employeur. Surtout si vous travaillez pour une entreprise française, vous serez peut-être à l'antenne ici aux Pays-Bas, vous ne verrez pas au quotidien votre N+1. Donc voilà, donc ce sont plusieurs raisons pour lesquelles les employeurs aux Pays-Bas aiment bien commencer par un CDD. Donc,
souvent, c'est un CDD de 6 mois, ou parfois on voit maintenant 7 mois, parce que si c'est 7 mois, vous pouvez inclure une période d'essai, alors qu'avec 6 mois, ce n'est pas possible. Un CDD est renouvelable à plusieurs reprises. En fait, il peut être renouvelé 2 fois, et le 3e renouvellement sera automatiquement un CDI, que ce soit marqué dessus ou non. Donc, on ne peut pas vous donner CDD sur CDD sur CDD sur CDD. Voilà, donc il y a soit une suite de 3 contrats qui est possible. Donc, le 4e CDD sera automatiquement un CDI. Et sinon, il y a également une période maximale de 36 mois. Donc, si par exemple, on vous donne d'abord un CDD, disons, d'1 an, qu'on renouvelle ensuite pour 2 ans et qu'on essaye de renouveler encore après, comme la période de 36 mois sera écoulée, vous seriez automatiquement dans le cadre d'un CDI. Et ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent, en fait, que les employeurs se trompent, ne comptent pas bien et que finalement, on découvre qu'en fait, l'employé est en CDI depuis un certain temps. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'aux Pays-Bas, l'employeur a une obligation de notification à la fin de CDD. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'au moins 1 mois avant la fin du CDD, votre employeur est obligé de vous notifier par écrit si est-ce qu'il souhaite renouveler le contrat ou y mettre fin. Donc, l'idée qui est derrière, c'est que votre employeur n'est pas censé attendre jusqu'à la fin, le jour avant la fin du contrat, pour vous dire si vous pouvez continuer à travailler pour l'employeur ou pas. Si l'employeur l'oublie ou ne le fait pas, il est redevable d'une indemnité. Donc, c'est-à-dire le contrat prend quand même fin, mais il y a une indemnité à payer qui dépend du retard qu'a pris l'employeur. Donc, s'il ne vous notifie pas du tout, à ce moment-là, l'indemnité est d'1 mois de salaire. Si on vous notifie 2 semaines avant la fin, vous aurez droit à un demi-salaire mensuel et ainsi de suite. En théorie, vous avez droit à cette indemnité également, même si vous êtes renouvelé. Dans la pratique, j'ai vu peu d'employés demander une indemnification quand ils ont été renouvelés, mais la loi ne l'interdit pas. Ça, ce sont un petit peu les choses que j'avais à vous dire concernant les CDD et les CDI. Est-ce que vous avez éventuellement des questions à ce sujet? Moi, j'en ai une. Oui. En France, il y a une différence entre le secteur de la fonction publique, où on peut être renouvelé pendant 6 ans, et le secteur privé. Parce que il y a aussi une différence entre, je suppose, le secteur public, peut-être l'hôpital, ou pas du tout. Alors, la question était de savoir si est-ce qu'il y a une différence entre le secteur public, puisqu'en France, apparemment, on va renouveler plus longtemps dans le secteur public que dans le secteur privé. Alors, le secteur public aux Pays-Bas est très petit, en fait. Presque tous les gens qui travaillent, même pour une institution qui est semi-publique, en fait, ils ont quand même des contrats de travail qui sont soumis au droit normal, au droit privé, on va dire. Ceci étant, parfois, il y a des conventions collectives qui s'appliquent et qui peuvent éventuellement permettre des suites plus longues. Alors, à ma connaissance, les conventions collectives des universités, par exemple, permettaient en fait de dépasser ce délai de 36 mois. Nous avions une question en ligne pour savoir si, quand on changeait de poste au sein de la même entreprise, ces 36 mois s'appliquaient également. Sur quoi je pensais que c'était le cas. Mais en fait, on est obligé pendant les 36 mois de changer d'entreprise pour que ça coupe le cycle des contrats et l'application des 36 mois, n'est-ce pas? Oui, donc en fait, si vous changez de fonction au sein de l'employeur, effectivement, vous restez toujours dans les 36 mois. Voilà. Alors, une question qui se pose parfois, c'est lorsque vous avez travaillé pour une autre société du groupe. Et là, c'est plus compliqué. Et bon, là, ça dépend un petit peu. C'est parfois
on dit, bon, lorsque le nouvel employeur, donc la nouvelle société, ne vous a pas du tout connu avant, donc il n'y a aucune, aucune transmission de connaissances concernant vos compétences. À ce moment-là, ben, le compteur, on recommence à zéro. Et ça, c'est vraiment une question à creuser au cas par cas. Très bien. Alors, rémunération. Bon, là, il y a deux spécificités aux Pays-Bas. D'une part, la loi prévoit une prime de congé qui est obligatoire. C'est une prime qui s'élève à 8% du salaire annuel brut. Donc, c'est une sorte de 13e mois, en fait, légal, qui est payé normalement au mois de mai ou au mois de juin. Ce que je vois très régulièrement, c'est que des sociétés françaises, d'abord, on recrute quelqu'un, rencontre quelqu'un, négocie avec lui le salaire. Ensuite, ils viennent me voir, voilà, Madame Bonnet, faites-moi un contrat de travail. Je demande, est-ce que le salaire se comprend avec les 8% inclus ou exclus? L'employeur français va toujours me dire, ah oui, moi, je pars du principe que tout était inclus, donc je mets inclus, et c'est là que l'employé lève la main et dit ah non, mais moi, je n'avais pas du tout compris ça comme ça. Pour moi, c'était évident que les 8%, c'était en plus. Donc, ça, c'est quelque chose qu'en tant qu'employeur, il faut toujours garder en tête, mais en tant qu'employé aussi, évidemment, parce que parfois, les employeurs, ils ne mentionnent nulle part cette prime de congé dans le contrat de travail. Et à ce moment-là, normalement, vous pouvez prétendre à 8% de votre salaire annuel au mois de mai ou au mois de juin en plus. Alors, il est possible de prévoir dans le contrat de travail que les 8% sont inclus dans le salaire, mais il faut impérativement que ce soit vraiment mentionné de manière explicite. Sinon, les 8%, c'est toujours en plus. Deuxième spécificité, c'est le 30% ruling. Alors ça, c'est une astuce fiscale qui a été inventée par le législateur néerlandais et qui vise en fait à attirer du personnel hautement qualifié d'autres pays pour venir aux Pays-Bas. Cette règle, elle consiste en fait à vous permettre de toucher 30% de votre salaire sans avoir à payer les taxes sur l'impôt. Donc, financièrement, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Parce que souvent, déjà, les gens qui viennent de l'étranger touchent des salaires assez élevés. Si en plus 30% de ce salaire sont sans avoir à payer des taxes dessus, ça fait une vraie différence au niveau du salaire net. Alors, je disais tout à l'heure, ça concerne uniquement les personnes qui sont hautement qualifiées. Alors, comme c'est assez difficile de déterminer dans la pratique qu'est-ce qu'on entend par être hautement qualifié ou pas, le législateur a décidé de prévoir qu'il y a juste en fait un salaire minimum. Et dès que quelqu'un gagne plus que ce salaire minimum, ben, il est censé avoir une expertise qui lui permet de prétendre à ce 30% ruling. Il y a une durée maximale qui est liée à ce ruling. Avant, c'était 10 ans, après, c'est devenu 8 ans. Maintenant, ça n'est plus que 5 ans. Et le législateur considère qu'au bout de 5 ans, bah, vous êtes suffisamment intégré pour ne plus avoir besoin de prétendre à ce ruling. Et voilà. Et la grande condition pour pouvoir prétendre à ce 30% ruling, c'est d'avoir trouvé son poste à partir de l'étranger. Donc, si vous déménagez aux Pays-Bas et vous trouvez à partir des Pays-Bas votre boulot tout de suite, vous ne pouvez plus prétendre au 30% ruling. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prouver. Donc, je pense que ça concerne surtout les personnes qui sont devant leurs écrans aujourd'hui, qui nous écoutent à partir de la France. Donc, pensez-y que si vous déménagez aux Pays-Bas pour un poste, essayez toujours d'obtenir le 30% ruling. Alors, pour obtenir le 30% ruling, il faut impérativement faire la demande
c'est l'employeur en fait qui doit faire la demande. Il y a parfois des employeurs qui sont un petit peu réticents et c'est pas vraiment clair si est-ce qu'il y a une obligation pour l'employeur de faire cette demande. Pour l'employeur, c'est tout bénef, c'est complètement gratuit, alors qu'il aura un employé qui sera très heureux. Le problème qui est parfois créé par ce ruling, c'est que bon, les autres salariés qui font le même travail, mais qui n'ont pas eu la chance d'habiter à l'étranger avant, ben, ils ont quand même nettement moins de salaire alors qu'ils font le même travail. Donc, il y a certains employeurs qui sont un petit peu réticents à demander ce 30% ruling. Et donc, dernière spécificité, il faut également avoir habité au moins 150 km de la frontière irlandaise avant d'être venu aux Pays-Bas. Donc, pour une grande partie des Belges et une petite partie des Allemands, le 30% c'est pas possible. J'étais trop proche de la frontière auparavant. Est-ce que vous avez des questions concernant la rémunération ou est-ce qu'il y a des questions en ligne? Oui, on a un commentaire en ligne qui dit donc 2 400 € brut par mois, c'est un seuil pas assez élevé. Point d'interrogation. Et donc, si on ne peut pas bénéficier pour un premier emploi aux Pays-Bas, peut-on en bénéficier pour l'emploi suivant? C'est une bonne question, parce qu'effectivement. Oui, c'est une bonne question, mais la réponse est très claire, c'est non. Alors, il y a des règles spéciales pour les gens qui ont moins de 30 ans et qui ont fait un master. Et je crois que même là, 2 400 €, c'est pas suffisant. Et alors, une fois que vous avez le ruling, vous pouvez changer d'employeur. Là, vous pouvez l'emmener à condition qu'il y ait au maximum 3 mois entre le premier emploi et le deuxième emploi. Par contre, une fois que vous êtes dans le pays, vous ne pouvez plus y prétendre. Si, effectivement, oui, les CHJS, c'est les étudiants qui sont en période de recherche juste après leur master. Ils n'ont a priori pas de limitation de salaire, justement. Mais en revanche, pas de 30%. Il n'y a pas de... Non. Très bien. Alors, le prochain point, c'est incapacité de travailler ou maladie. Alors, première grande spécificité aux Pays-Bas, c'est que lorsque vous êtes malade, vous n'avez pas besoin d'un certificat médical. C'est quelque chose qui ahuri tout employeur étranger qui dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi les Hollandais viennent-ils travailler s'ils n'ont pas besoin d'un certificat médical? Je réponds toujours à cela parce qu'ils ont quand même un certain sens de la responsabilité. Et de fait, c'est quand même un système qui marche assez bien. Il n'y a pas plus de manque ou d'absentéisme aux Pays-Bas qu'il y en aurait dans d'autres pays. La raison, c'est qu'en fait, les médecins généralistes, à un moment donné, se sont dit, bon, on ne veut plus avoir à donner ces certificats parce qu'en fait, du coup, ça porte atteinte à la relation de confiance que j'ai avec mon patient. Mon patient, il va peut-être exagérer son cas uniquement pour obtenir ce certificat. Et lorsque je ne lui donne pas le certificat, ben, il va aller chez mon concurrent pour le demander là-bas. Donc, les médecins généralistes ont dit niet. Et voilà, donc il y en a plus. Donc, c'est l'employé, en fait, qui décide s'il se sent apte à travailler tous les matins ou pas. Alors, évidemment, il y a quand même certaines limites et il y a un certain contrôle. Et ce contrôle, il se fait par ce qu'on appelle le arbeidsarts. Donc, c'est une sorte de médecin du travail. Excusez-moi de oui. vous interrompre. J'avais une question par rapport au certificat médical. Oui. Je comprends parfaitement l'éthique derrière ça, mais par exemple, dans des organisations internationales, ce qui est tout à fait exceptionnel, on nous demande un certificat médical quand on est absent. Et souvent, ça pose un problème, en fait, parce que le médecin néerlandais, ça pose un problème éthique, mais dans certaines organisations internationales, on nous demande un certificat médical. Et c'est là où il y a un peu... c'est un problème. Ça peut parfois poser problème. Ça peut parfois poser problème. Évidemment, pas dans le cas où on parle aujourd'hui de société néerlandaise, mais aussi des gens qui travaillent dans les organisations internationales et ça pose vraiment un problème.
Donc, Madame soulevait qu'il y a certaines organisations internationales qui, malgré le fait qu'on ne peut pas les obtenir aux Pays-Bas, revendiquent quand même un certificat médical pour justifier de la maladie. Et dans la pratique, ça peut parfois poser des problèmes. Alors, j'en étais au médecin du travail, le Arbor Arts. Donc, c'est une organisation qui est en général extérieure à l'employeur, qui a à la fois des médecins, mais aussi des psychologues, des spécialistes de réintégration, etc. Et lorsqu'un salarié se déclare en arrêt maladie, l'employeur va en informer le médecin du travail, le Arbor Arts, et en général, au bout d'une semaine, le Arbor Arts va contacter le salarié et va lui demander, on va convenir d'un rendez-vous et va lui demander comment est-ce que ça va. Là, il y aura vraiment une consultation un petit peu plus médicale. Ce n'est pas le médecin du travail qui va vous donner des médicaments, c'est vraiment purement un contrôle au nom de l'employeur. Mais le médecin du travail ne va donner aucun détail médical à votre employeur. Donc ça, c'est vraiment, ça reste entièrement entre vous et le médecin du travail. Par contre, l'employeur, il va recevoir une petite lettre de la part du médecin du travail disant uniquement, voilà, monsieur ou madame Intel est incapable à 100% ou à 50% de venir travailler. Parfois, lorsqu'il y a une certaine perspective de guérison, il va peut-être dire, bon, je pars du principe que ça va durer pendant une telle ou telle période. Et en général, au bout de 4 semaines ou 6 semaines, il y a un nouveau rendez-vous. Donc, c'est quand même des rendez-vous qui ne sont pas très fréquents. Bon, évidemment, si entre-temps, le salarié il se sent mieux, il est censé revenir travailler. Et d'ailleurs, c'est dans une très, très, très grande partie des cas, c'est ce qui se passe. Mais donc, dans les cas où ça dure vraiment plus longtemps, il y a donc ce suivi permanent du médecin du travail. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'employeur également a une obligation de suivi de son employé qui est en arrêt maladie. Et ça, parfois, ça peut poser des conflits, notamment quand il est question d'une sorte de burn-out ou un conflit, un stress qui est lié en fait, à l'atmosphère au travail. Et l'employeur continue en fait à appeler l'employé pour lui demander comment ça va, alors que l'employé qui n'a qu'une envie, c'est de couper les ponts avec l'employeur pendant une certaine période. Et en fait, cette envie de l'employeur de contacter le salarié, c'est pas tellement pour embêter le salarié, mais c'est parce que l'employeur il a une vraie obligation de réintégrer le salarié, parce que l'employeur est tenu de continuer à verser le salaire pendant une période de 2 ans. En France, au bout de 6 semaines, c'est la caisse sociale qui intervient. Ce n'est pas le cas aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, c'est l'employeur qui paye pendant 2 ans. Alors, est-ce qu'il paye 100%? Pas forcément. La loi dit qu'il doit payer 70% pendant ces 2 ans avec un maximum, il y a un certain plafond. Mais très souvent, les employeurs allouent plus de manière volontaire. Donc, ça peut être 100% pendant 6 semaines ou pendant 6 mois ou pendant la première année. On voit un petit peu de tout. Parfois, les employeurs sont assurés. Et donc, du coup, les dommages sont moins importants pour les employeurs. Mais sachez que lorsqu'un salarié est malade pendant une période plus importante, pour l'employeur, c'est vraiment difficile parce que, notamment pour les petites sociétés, parce que financièrement, vous payez le salaire pendant 2 ans alors que vous ne recevez aucune contrepartie. Et en plus donc, de devoir garder le contact avec le salarié, l'employeur doit également remplir un certain nombre de formalités. Je ne vais pas passer dans les détails, mais il y a certains formulaires à remplir avec l'employé. Au bout d'1 an, si la réintégration n'a toujours pas eu lieu, il faut regarder
activement s'il n'y a pas moyen de placer le salarié ailleurs, chez un autre employeur. Et tout ça, l'employeur, il doit le payer pour ça. Donc, il y a une vraie obligation de réintégration. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'employeur ne le fait pas? Eh bien, à la fin des 2 ans, il peut se faire condamner de payer encore une 3e année. D'où l'intérêt évident de l'employeur de bien faire et de garder le contact avec son salarié. Alors, normalement, donc, au bout de 2 ans, l'employeur est en droit de licencier son salarié. On en parlera tout à l'heure. Le licenciement ici, ce n'est pas juste envoyer une lettre, mais il doit en fait d'abord faire une demande dans une instance qui s'appelle le UWV, qui est un petit peu comme le Pôle emploi en France. Et le UWV, il va vraiment vérifier tout le dossier de réintégration. Et c'est seulement quand le UWV est content et trouve que, bon, effectivement, l'employeur a vraiment tout fait pour réintégrer son employé, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. À ce moment-là, le UWV donne l'autorisation de licencier le salarié. Mais si l'UWV trouve que l'employeur a eu des manquements, et c'est vraiment avec des petits manquements, que ça a duré trop longtemps, etc., c'est bam, 3e année. Après, éventuellement, l'employeur peut encore faire des demandes au cours de la 3e année pour faire écourter cette 3e année. Mais pour un employeur, c'est quand même assez lourd. Voilà ce que j'avais à vous dire. Au sujet des maladies, y a-t-il des questions en présentiel ou en ligne? Pas de questions en ligne. Très bien. Eh bien, continuons. Alors, le prochain sujet que je souhaite aborder avec vous, c'est le sujet des clauses de non-concurrence. Parce que vous allez vous rendre compte que dans beaucoup de contrats de travail aux Pays-Bas, vous trouvez une telle clause de non-concurrence. Alors, qu'est-ce qu'une clause de non-concurrence? C'est une clause qui vous interdit, soit pendant le contrat de travail, et là ça paraît normal, mais surtout aussi pendant une certaine période suivant la fin du contrat de travail, de travailler pour une société concurrente. Et là, il y a vraiment pas mal de différences avec la France, parce que en France, d'une part, une clause de non-concurrence, elle doit être super précise, elle doit préciser le champ d'action dans lequel l'employé n'a pas le droit d'agir, elle doit préciser les limites géographiques dans lesquelles le salarié ne doit pas travailler, et évidemment une limitation dans le temps. Aux Pays-Bas, c'est beaucoup moins strict et les juges ont tendance à accepter très facilement une clause de non-concurrence. Bon, il faut quand même qu'il y ait une limitation dans le temps, mais essentiellement, c'est ça. Et la limitation dans le temps, normalement, les tribunaux disent 1 an maximum. Et si c'est plus qu'1 an, bon, il faut vraiment que l'employeur justifie d'un intérêt particulier. Mais alors qu'en France, l'employé qui se voit face à une clause de non-concurrence a droit à une indemnité mensuelle qui est, il me semble, de 50% de ses revenus durant toute la durée de la clause de non-concurrence. Aux Pays-Bas, il n'y a pas d'obligation d'indemnisation, donc pour l'employeur, totalement gratuit, d'où une grande, d'où la fréquence des clauses de non-concurrence dans les contrats de travail. Et bon, c'est quelque chose que je trouve personnellement extrêmement injuste, parce qu'au moment de la signature du contrat de travail, il y a quand même souvent un degré de dépendance. L'employé, bon, il a envie de signer le contrat, il a en général pas la force de négociation de négocier sur la clause de non-concurrence. Il va souvent être amené à signer une telle clause, mais à la fin du contrat de travail, il peut vraiment se voir sérieusement embêté par une telle clause. Alors, il y a quand même moyen d'essayer de
se battre contre une telle clause de non-concurrence. C'est-à-dire que l'employé peut, d'abord, il peut déjà essayer de négocier. Parfois, les employeurs, à la fin du contrat, ils disent, bon, écoute, si tu ne touches pas à client 1, 2 et 3, après, tu peux aller travailler chez des concurrents. Mais ça, c'est vraiment quelque chose à négocier et à fixer de manière écrite. Parce que sinon, s'il y a vraiment une enfreinte à la clause de non-concurrence, en général, votre employeur il va commencer par envoyer une lettre en disant, voilà, je ne veux plus que tu fasses de la concurrence et je te demande à payer une pénalité. Cette pénalité, en général, il y a une pénalité par infraction, et en plus, il y a une pénalité par jour que dure l'infraction. Et cette pénalité, donc, même la pénalité quotidienne, elle peut être de 500 € par jour ou 1 000 € par jour. Donc, vous comprendrez que les indemnités, elles peuvent monter très, très vite. Et on a déjà vu dans la jurisprudence des cas où il y a un salarié qui n'a pas pris au sérieux cette clause, qui a commencé à travailler pour un concurrent et qui s'est vu finalement confronté à des indemnités de 80 000 €. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, qu'il faut bien garder en tête quand on signe. Essayer de limiter au moins dans la durée, si on ne peut pas arriver à complètement la faire enlever. Mais c'est quelque chose à prendre au sérieux. Alors, il y a quand même eu un petit changement de loi en faveur des salariés en 2015, puisque depuis 2015, les clauses de non-concurrence sont plus colliciques dans un CDI. Donc, ça, c'est un avantage, parce que je vous disais tout à l'heure que souvent, les contrats de travail commencent par un CDD et deviennent un CDI après. Donc, ça protège quand même un peu le salarié. Et donc, dans un CDD de 6 mois, c'est totalement, ou moins, c'est totalement interdit. Dans les CDD qui durent plus longtemps, le législateur a prévu que dans des cas très spécifiques, ça se justifie également, mais à ce moment-là, il faut mettre la justification dans le contrat de travail. Et depuis ce changement de loi, je n'ai pas vu une seule clause de non-concurrence dans un CDD qui a tenu. Donc, les juges, à chaque fois, ils nous donnent ça, c'est une situation normale, ce n'est pas une situation suffisamment spécifique pour justifier une clause de non-concurrence. Il serait possible d'avoir un verre d'eau. Oui. Non, ça va. Voilà, mais donc j'ai déjà fait des procédures. Bon, pour un avocat, c'est toujours très intéressant, mais pour le salarié, c'est vraiment moins drôle, parce que ça peut concerner des sommes qui sont très importantes. Alors, récemment, j'ai fait une procédure où le nouvel employeur avait tellement envie de travailler avec ses salariés qu'il a dit « Je paye les frais d'avocat, je paye toute indemnité qui serait éventuellement à payer, mais toi, tu viens travailler chez moi. » Donc ça c'était bien, mais ce n'est pas la norme. Voilà ce que j'avais à dire sur les clauses de non-concurrence. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Vous aurez d'abord un petit peu, si vous voulez, pendant que je vous pose la question. Justement, en France, dans les cadres de postes d'ingénieurs commerciaux, par exemple, on est souvent confronté à ces cas de clause de non-concurrence, cette clause de non-concurrence. Donc, si je comprends bien, elle n'est pas, dans les contrats hollandais, elle n'est pas limitée dans le temps. Si. Ah, quel est le temps maximum? Alors, le temps maximum, me semble-t-il, est de 2 ans, mais par contre, les tribunaux la limite en général à 1 an. Donc quand il y a un litige, merci, donc le salarié peut demander au moins d'écourter cette clause de non-concurrence. Et bon, après, il y a tout un tas d'arguments à avancer pour l'écourter à plus d'1 an, mais
La norme, c'est 1 an depuis la fin où quelqu'un a travaillé. Donc, ce qu'on voit parfois, c'est lorsque dans un contrat de travail, il prend fin, par exemple au 1er juillet, mais par contre, la personne, elle a pu travailler depuis le mois de mars. Parce qu'ils se sont mis d'accord avant qu'il a été juste... on lui a permis en fait de ne plus venir travailler. Donc à ce moment-là, en général, les tribunaux disent bon, à ce moment-là, la période d'1 an, elle commence au moment où il a vraiment pu travailler activement. Parce que l'idée, c'est qu'ils ne connaissent plus les clients, etc. Et donc, s'ils ne travaillent plus pour la société, les informations dont ils disposent, elles auront déjà un petit peu vieilli. Merci. Il n'y a rien dans le... Rien dans le chat. Bon, très bien. Alors, eh bien, nous allons donc venir au sujet final, mais on ne sait pas le dernier slide, parce qu'il y en a des choses à dire sur la fin des contrats de travail aux Pays-Bas. Alors, juste pour résumer, d'abord, quelles sont les raisons ou les méthodes pour lesquelles l'employeur peut vouloir mettre fin au contrat. Donc, tout à l'heure, on a déjà parlé de la période d'essai, évidemment. Alors, pendant la période d'essai, c'est juste, voilà, je ne veux plus que tu reviennes demain, et à ce moment-là, c'est fini. Donc, ça, je ne l'ai pas marqué là. Évidemment, c'est quand il y a faute grave, c'est-à-dire que vous avez volé dans la caisse, ou vous avez insulté ou tapé vos collègues. À ce moment-là, on peut éventuellement vous... ça arrive, hein. Oui, ça arrive. Pas chez International, mais on en demande le plus sûr. Mais donc, donc à ce moment-là, on peut éventuellement mettre fin au contrat pour une raison, pour une cause sérieuse. Ça, c'est juste une lettre de licenciement, mais il faut vraiment donner toutes les raisons, et à ce moment-là, le contrat de travail, il prend fin tout de suite. Ça, j'en parle pas trop aujourd'hui. Je vais m'attarder sur, premièrement, le licenciement pour des raisons économiques, le licenciement qui est lié à la personne et finalement les possibilités de convenir d'une rupture amiable. Alors, ensuite, licenciement pour des raisons économiques. Je vous disais déjà tout à l'heure qu'aux Pays-Bas, un licenciement, ce n'est pas juste envoyer une lettre de licenciement et après voir si le salarié il va faire appel au prud'homme ou pas. Mais en fait, il y a un contrôle préalable qui est fait soit par un juge, soit par une instance qui est le UVP. Je l'avais déjà mentionné tout à l'heure, c'est une sorte de pôle emploi. Et donc, en cas de licenciement pour des raisons économiques, l'employeur doit d'abord solliciter le UVP et il doit constituer tout un dossier. C'est assez laborieux, en fait. Donc, ça se fait avec des formulaires, mais il faut présenter toutes les comptes annuels des années précédentes. Il faut faire un pronostic pour l'avenir. Il faut exactement justifier combien d'argent est-ce qu'on doit économiser, etc. Donc, il faut vraiment bien motiver les raisons économiques pour lesquelles on peut mettre fin au contrat. Le UVP reçoit ce dossier et envoie le dossier au salarié qui peut en prendre connaissance, qui a la possibilité de se défendre. Et après, le UVP peut éventuellement encore poser des questions à l'employeur. Ensuite, ça repart chez l'employé. Et à la fin de ce processus-là, le UVP va prendre une décision, en fait, et il va accorder ou non l'autorisation de licencier la personne. Et c'est uniquement dans le cas où le UVP a effectivement permis de licencier telle ou telle personne que l'employeur peut ensuite envoyer une lettre de licenciement par écrit, moyennant encore, il doit encore respecter le préavis qui peut être d'1 mois ou de 2 mois, après ça dépend de ce qui a été dit dans le contrat de travail. Mais on peut quand même enlever la durée de la procédure devant le UVP. Donc, quand vous avez un préavis qui est plus long, il ne sera pas totalement respecté après une telle
procédure devant l'UEV parce que la durée de la procédure UEV peut être enlevée. Alors, la durée d'une telle procédure est en général de 6 à 8 semaines. Bon, ils essayent de faire en 4 semaines, mais très souvent, c'est quand même plus compliqué et ça dure un peu plus longtemps que prévu. Alors, si la demande de l'employeur aboutit, donc si le UEV répond favorablement, le salarié peut être licencié et à la fin de son contrat de travail, le salarié va avoir droit à une indemnité de fin de contrat qui s'appelle aux Pays-Bas la Transitievergoeding. C'est une indemnité légale qui n'est pas très élevée, qui est à 1/3 du salaire mensuel par année travaillée. Donc, en gros, si vous avez travaillé 3 ans, vous avez droit à 1 mois de salaire. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Mais c'est comme ça. Donc, il vaut mieux essayer en tant qu'employeur de bien défendre son dossier et de rendre la tâche le plus difficile possible à l'employeur. Il y a un maximum de 4 000 € ou un salaire annuel. Et moi, il faut avoir travaillé vraiment très, très, très longtemps dans une société avant d'atteindre ces sommes-là. Donc, très généralement, ça reste dans le tiers de salaire par année travaillée. Lorsque l'employé n'est pas d'accord avec la décision du UEV, il peut faire appel en justice. C'est quelque chose qui arrive de temps en temps et parfois les juges trouvent effectivement que le UEV s'est trompé dans son raisonnement. Et donc à ce moment-là, le juge peut quand même soit réétablir en fait, le contrat de travail, soit allouer une indemnité plus élevée. Vous avez des raisons encore concernant les licenciements pour raisons économiques? Ok. Alors ensuite, le licenciement lié à la personne. Bon, je vous ai mis une petite photo d'un juge, ce qui vous montre déjà que c'est une procédure devant un juge cette fois-ci. Donc le UEV n'est plus du tout concerné. Mais en fait, lorsque votre employeur trouve que vous n'avez pas bien, vous ne travaillez pas assez bien, ou qu'il y a eu des disputes, mais ce n'est pas suffisant pour un licenciement pour faute grave, à ce moment-là, il peut vous assigner en justice et demander au juge de dissoudre le contrat de travail. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de licenciement, donc peut-être il n'y aura pas d'envoi d'une lettre de licenciement, mais c'est le juge à la fin de la procédure qui va prononcer la fin du contrat, ou ne va pas la prononcer, mais va dire que le contrat de travail continue. Alors évidemment, là encore, l'employeur il doit produire un dossier. Donc, il y a 6 raisons dans le code civil, en fait, et il faut en choisir une et il faut entièrement la remplir. Mais le cas le plus fréquent, on va dire, c'est le low performer, parce que, par exemple, vous n'attirez pas suffisamment de clients ou que le chiffre d'affaires n'est pas aussi élevé que votre employeur ne le voudrait. Ça, en tant que tel, ça n'est pas une raison suffisante pour demander la dissolution du contrat de travail, mais l'employeur doit d'abord faire un plan d'amélioration, un performance improvement plan, et c'est que à la fin donc c'est même après le performance improvement plan qui peut souvent durer 4 mois, 5 mois, donc c'est vraiment un processus qui est assez long. Et si les prestations du salarié ne se sont toujours pas améliorées au bout de cette période, c'est qu'à ce moment-là que vous pouvez demander la dissolution, l'employeur peut demander la dissolution du contrat de travail. Donc là encore, c'est une procédure qui implique le salarié. Donc il va y avoir une audience, le salarié peut se défendre contre
contre la demande de l'employeur. Lorsque le jugement ne convient pas à l'une ou l'autre des parties, ils peuvent aller en appel. Donc là c'est vraiment un processus judiciaire qui se met en place. Lorsque le juge prononce effectivement la dissolution du contrat de travail, à ce moment-là, là encore, le salarié a droit à la transitievergoeding, donc ça c'est l'indemnité légale dont je parlais tout à l'heure. C'est toujours un tiers de salaire par année travaillée. Et dans des cas où le juge trouve que bon, ce ne serait pas très raisonnable de faire que les parties travaillent encore ensemble, mais je trouve que l'employeur a été vraiment fautif, c'est lui qui a causé cette situation. À ce moment-là, il peut en plus condamner l'employeur à ce qu'on appelle une compensation équitable, un billijke. Et le montant de cette compensation équitable est totalement aléatoire, il ne faut pas dire ça comme ça, mais c'est très, très difficile de prévoir quel montant est-ce que ça va être. En fait, le juge, il va estimer le dommage réel subi par le salarié. Il va se demander combien de temps est-ce que cette personne aurait encore travaillé dans l'entreprise avant de partir. C'est totalement hypothétique, évidemment. Où on voit souvent que les demandes des salariés sont exorbitantes, parce qu'une personne de 30 ans dit oui, mais si il n'avait pas licencié, moi j'aurais travaillé là jusqu'à la retraite, donc donnez-moi 1 million d'euros. Et bon, en général, évidemment, ça n'est pas alloué par les juges, mais les raisonnements des employés vont parfois dans cette direction. Voilà, donc vous avez vu que pour un employeur, ça n'est pas très facile de mettre fin à un contrat de travail une fois qu'un salarié est en CDI. Donc, pour revenir à ce que je vous disais au début, ils aiment beaucoup commencer par un CDD, et peut-être maintenant vous comprenez un peu mieux pourquoi. Alors, et je crois que ça c'est mon dernier slide. Évidemment, il est toujours possible aussi de convenir d'une fin de contrat. Alors, le grand avantage aux Pays-Bas, c'est que le fait de signer une rupture conventionnelle vous donne droit à des indemnités de chômage. Alors, en France, c'est possible aussi maintenant, mais en France, il faut que la rupture conventionnelle soit homologuée d'abord, donc c'est un processus. Ça, aux Pays-Bas, ça n'est pas nécessaire. Par contre, il faut que la rupture conventionnelle elle réponde à certains critères. C'est assez standard. En principe, tous les avocats le savent et la grande plupart des employeurs le savent. Donc, il faut mettre dans le contrat de rupture que c'est à l'initiative de l'employeur. Il faut mettre dedans qu'il n'y a pas eu de raison, de cause sérieuse qui aurait pu donner lieu à une terminaison immédiate du contrat de travail. Mais donc, lorsque le contrat répond à ces critères-là, l'employé aura droit à des indemnités de chômage à la fin. Donc, il faut que le préavis soit respecté, ça c'est toujours important. Il ne faut pas mettre fin du jour au lendemain, mais il faut toujours respecter le préavis. Et bon, après, évidemment, dans les contrats de rupture conventionnelle, les indemnités peuvent être beaucoup plus élevées que la transitievergoeding dont je vous parlais tout à l'heure. Là encore, bon, ça dépend vraiment du cas par cas, des circonstances, des chances de l'employé de retrouver du travail facile ou pas, des circonstances de pourquoi est-ce que l'employeur ne souhaite plus travailler avec l'employé, les capacités financières de l'employeur, évidemment. Je dis toujours qu'un salaire mensuel par année travaillée, en général, c'est un bon deal, mais il arrive aussi, enfin là on vient de signer un contrat où la personne elle avait commencé au mois de mars, et au mois de juillet, l'employeur avait dit je peux te voir, je souhaite que tu travailles pour moi. Ben là, on a eu 6 mois, 6 salaires mensuels.
Parce que bon, il n'y avait pas de vrai réseau en fait pour se séparer de cette personne. Et donc du coup, bon, quand on négocie un petit peu bien, ben, on peut arriver à des règlements qui sont quand même assez intéressants. Ensuite, il est très usuel aux Pays-Bas que l'employeur prenne en charge au moins une partie des frais d'avocat. En général, dans la première proposition, il y a un budget de 500 € ou 750 €, mais en général, c'est encore négociable. Et c'est vrai qu'au moins 20% de mes activités quotidiennes, c'est négocier des contrats de lecture avec les expatriés, quelque chose qui arrive assez souvent. J'ai quelques questions. Oui. La première, donc si j'ai bien compris, en cas de licenciement économique, même si notre contrat de travail comporte une période de préavis supérieure à 1 ou 2 mois, ce préavis sera raccourci. Donc, dans le cadre du licenciement économique. Alors, si c'est 1 mois, ça ne peut pas être raccourci, c'est au moins 1 mois. Mais lorsque vous avez un préavis de 3 ou 4 mois, en général, on va enlever les 6 semaines de la durée de la procédure. L'autre question, dans le même thème, mais qui n'a pas encore été abordée, si je trouve un emploi aux Pays-Bas, mon conjoint qui me suit a-t-il le droit au chômage? Ça, c'est une question qui revient très souvent. Si oui, payé par qui? La France ou les Pays-Bas? Et pendant combien de temps? Ah, ça, c'est trop vaste. En fait, j'ai une partie de la réponse. Si la personne, je pense que tu devrais venir ici. Donc, si vous démissionnez en France pour suivre le conjoint venir aux Pays-Bas, n'importe où en Europe, il faut faire les démarches auprès de Pôle emploi avant de quitter la France, remplir un formulaire dont j'ai oublié le nom parce qu'il a un nom barbare, mais vous pouvez le remplir et le demander à Pôle emploi. Vous aurez droit à 3 mois de chômage payé par l'UVV en arrivant aux Pays-Bas, renouvelable une fois pour 3 mois. Donc, on estime que dans les 3 premiers mois, dans les 6 premiers mois, vous aurez réussi à trouver du travail. Et pendant cette période, vous pouvez toucher votre chômage tel qu'il était prévu en France, payé par l'UVV. Il faut faire la démarche avant de quitter la France. Et 2 fois le démarche. Donc, une fois 3 mois, les premiers 3 mois. Et après, le renouvellement. Le renouvellement se fait de façon, en général, assez facile. D'accord. Merci, Sarah. Merci. Encore une dernière question. On demande quel est le préavis moyen de fin de contrat. Le préavis moyen, c'est le préavis légal. Et le préavis légal, c'est toujours 1 mois pour l'employé. Et pour l'employeur, c'est 1 mois durant les 5 premières années, 2 mois entre la 5e et la 10e année, 3 mois entre la 10e et la 15e année, et après, c'est 4 mois. Et il est possible de déroger de ce préavis-là dans le contrat de travail, mais c'est permis uniquement à condition que le préavis pour l'employeur soit 2 fois plus long que pour l'employé. Donc, lorsque l'employé a un préavis de 2 mois, l'employeur devra respecter 4 mois. Et 3, 6, 12, et ainsi de suite. Et ce qui est peut-être quand même important aussi à savoir, c'est que ce qui n'est pas toujours évident, c'est que si vous signez un contrat, une rupture conventionnelle aux Pays-Bas, et que vous rentrez en France, vous n'aurez en général pas droit à du chômage en France, à moins d'avoir travaillé au moins 1 jour en France. Donc ça peut être parfois compliqué, et notamment dans le cadre de ruptures négociées. Bon, là, je suis en train d'en faire une. Il vaut mieux, en fait, suivre également, juste pour la forme, la procédure française, faire une rupture conventionnelle homologuée en France, afin de pouvoir ensuite prétendre au chômage en France. Parce que sinon, si vous arrivez juste avec les contrats néerlandais, chez Pôle emploi, ce sera mieux. Voilà, alors juste pour finir, j'ai conçu un site internet qui s'appelle www.droitdutravail.nl, sur lequel j'ai rassemblé un petit peu, en résumé, les éléments dont on a discuté aujourd'hui, et que je vous invite à consulter s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou que vous souhaitez rafraîchir votre mémoire. Excusez-moi, c'est votre email? Ça, c'est mon email, oui, tout à fait. J'avais une question. Est-ce qu'il est possible pour un employé de
un contrat en CDD pour un autre CDD. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'il est possible pour un employé de mettre fin à un CDD pour aller dans un autre CDD, dans une autre société, j'imagine. Alors, ça dépend de si la possibilité de mettre fin au contrat prématurément est prévue dans le contrat de travail. Normalement, un CDD, il est pour telle ou telle durée, mais assez souvent, quand même, les CDD ont une clause qui dit, voilà, à tout moment, en fait, les parties peuvent mettre fin au contrat. Voilà. Merci à vous. Juste un temps, il y a a priori. Donc, en fait, ici, j'ai quand même 2-3 petites réactions. Donc, on me dit il suffit d'aller travailler 2 jours au McDo et on peut récupérer ses indemnités en France. Donc, oui, potentiellement. Allez consulter un avocat français. En principe, donc oui. Pour revenir sur la question des flexible salary, du coup, si là, je ne peux pas en bénéficier à cause du seuil de salaire, je dois changer d'emploi dans les 3 mois après le premier du contrat de mon premier emploi. Non, comment? Non, en fait, il ne peut pas, parce que ça ne change rien, c'est sur le premier emploi que ça fonctionne. Tout à fait. Voilà. Merci en tous les cas. Merci. C'est un plaisir. Merci.